Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. No deal, no gun, pas d'accord, pas d'armes. La Maison-Blanche ne le dit pas comme ça, mais ça revient au même. C'est l'information de la nuit. Les États-Unis suspendent leur livraison d'armes à l'Ukraine. Confidence d'un membre de l'administration Trump. Objectif, mettre la pression sur Volodymyr Zelensky pour qu'il accepte le cessez-le-feu. C'est un peu le sous-titre de l'intervention de Donald Trump lui-même hier dans le bureau ovale. Eh bien, je pense qu'ils devraient être plus reconnaissants car ce pays est resté à leur côté contre vents et marées. Nous leur avons donné bien plus que l'Europe et l'Europe aurait dû donner plus que nous. Parce que, comme vous le savez, c'est juste là. C'est la frontière. Ce pays était vraiment comme la clôture à la frontière. Et il était très important pour l'Europe. Je ne critique pas l'Europe. Je dis qu'ils étaient beaucoup plus intelligents que Joe Biden. Parce que Joe Biden n'avait pas la moindre idée. Il a juste donné de l'argent à tour de bras et ils auraient dû pouvoir égaler notre contribution. Donald Trump hier à la Maison-Blanche, c'était avant cette décision de geler brutalement les livraisons d'armes à l'Ukraine. Est-ce que cela peut faire plier Volodymyr Zelensky ? Hier encore, le dirigeant ukrainien défendait son point de vue. La paix, oui, mais elle doit s'accompagner d'une garantie de sécurité. Nous avons besoin de paix, d'une paix réelle et honnête, et non d'une guerre sans fin. Et nous avons besoin de garanties de sécurité. C'est l'absence de garantie de sécurité pour l'Ukraine, il y a 11 ans, qui a permis à la Russie de lancer l'occupation de la Crimée et la guerre dans le Donbass. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, donc, qui ne peut compter désormais que sur l'Europe. Il sera d'ailleurs présent au sommet spécial de l'UE qui est prévu jeudi à Bruxelles. Et la guerre en Ukraine, il en a aussi été question hier à l'Assemblée nationale. L'hémicycle, reflet des divisions qui agitent les 27. Chacun a fait entendre sa différence au moment où le parapluie américain menace de se refermer et de laisser l'Europe seule face à la menace russe. Cessons d'avoir peur, dit le Premier ministre, qui avait un message à faire passer à Alexis de La Fontaine. La France et les Européens ne sont pas faibles. Oui, François Bayrou salue le courage de Volodymyr Zelensky face à Donald Trump et appelle les Européens à se réveiller. Il est un constat que nous ne faisons pas assez. Nous, les Européens, sommes plus forts que nous le croyons. Nous sommes forts et nous ne le savons pas. Et nous nous comportons comme si nous étions faibles. Pour respecter le domaine réservé du président de la République, François Bayrou a minutieusement évité la question du partage de la dissuasion nucléaire. Marine Le Pen, elle, s'y est opposée et a présenté ses lignes rouges. Je considère que l'envoi de troupes françaises combattantes sur le sol ukrainien est une folie. Seule une éventuelle participation à une opération sous mandat casque bleu pourrait être envisageable. Enfin, Gabriel Attal propose de son côté d'utiliser de nouveaux moyens pour financer l'aide à l'Ukraine. Je crois que nous devons reconsidérer la position de la France sur les avoirs russes gelés. Avant d'envisager de faire payer les Français et les Européens, utilisons ces près de 300 milliards d'euros d'avoirs russes pour aider l'Ukraine. Un nouveau débat doit avoir lieu aujourd'hui au Sénat sur ce sujet. Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1. On vient de l'entendre avec ce débat à l'Assemblée. L'idée de partager la dissuasion nucléaire française ne va pas forcément de soi. Emmanuel Macron est prêt à ouvrir la discussion sur le rôle de l'arme atomique et la possibilité de l'étendre aux 27 pays membres de l'Union européenne. L'Allemagne pousse dans ce sens, mais William Molinier, il faut savoir que la France a fondé sa doctrine nucléaire sur la stricte suffisance et ce n'est pas sans conséquences. Oui, c'est la raison pour laquelle la France a en stock moins de 300 têtes nucléaires depuis la fin des années 2000. On est loin des 5580 ogives russes, des 5044 armes américaines et des 500 têtes chinoises. En clair, la doctrine tricolore n'est pas d'adapter l'arsenal aux capacités adverses, mais de maintenir un volume minimal d'armes suffisamment crédible et capable de vitrifier l'ennemi de façon certaine. L'arsenal français peut être tiré depuis les airs, environ 40 rafales déployées à Saint-Dizier, Istres et Avord. Ils peuvent emporter 54 missiles de croisière à tête nucléaire d'une portée d'environ 500 km. Une dizaine d'autres rafales marines peuvent être embarquées sur ordre présidentiel sur le porte-avions Charles de Gaulle. Enfin, autre possibilité, un tir depuis les abysses. 4 sous-marins lanceurs d'engins équipés chacun de 16 missiles balistiques d'une portée de 10 000 km. Dans chaque missile, 6 têtes nucléaires indépendantes. Elles sont stockées dans la presqu'île de Crozon, non loin de l'île Longue, port d'attache des sous-marins nucléaires français. William Molinier, spécialiste des questions de défense à Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. Dans l'actualité de ce mardi également, le procès de Joël Le Squarnec, l'ex-chirurgien, se dit prêt à reconnaître certains faits de viol. J'en ai
fini du mensonge, a-t-il déclaré, alors que débute la deuxième semaine de ce procès interrogatoire centré sur sa personnalité. 5 heures durant lesquelles Joël Le Squarnec a donné à voir les facettes d'un homme aux multiples contradictions et toujours ce talon d'Achille, son ex-femme qu'il protège non sans faire preuve de mauvaise foi. Sandrine Prioul, envoyée spéciale d'Europe 1 à la Cour d'assises criminelle du Morbihan. L'imperturbable Joël Le Squarnec répète qu'il était envahi par la pédophilie, possédé par sa perversion, mais que désormais, fini le mensonge, allant même révéler vendredi les abus sur sa propre petite fille, contrition saluée par son avocat Maître Kurzava. C'est quelqu'un qui a avancé, qui a mis des mots sur ses actes, qui fait des révélations, qui promet effectivement qu'il va dire les choses, et il dit les choses, et ça, personne ne peut effectivement le contester. Mais la repentance s'enlise dès qu'il s'agit de son ex-femme. Pourquoi écriviez-vous alors qu'elle savait que vous étiez pédophile, demande la présidente. Le Squarnec botte en touche non-stop. Un oubli, je ne suis pas un disque dur, balance-t-il, et Maître Boyer, pour les parties civiles, questionne la sincérité de l'accusé. Monsieur Le Squarnec sait éviter les réponses qu'il faudrait apporter aux questions qu'on lui pose, donc il en a envie. Évidemment, on va attendre pour voir si nous allons avoir un Monsieur Le Squarnec qui, au-delà des mots, va reconnaître ce que les victimes attendent. Des victimes par ailleurs moins considérées que son ex-femme, apprenait-on hier, puisque l'accusé lui verse une pension de 2 000 € par mois, quand 30 € vont à la réparation des victimes. Sandrine Prioul, Europe 1. La motivation terroriste écartée à Mannheim en Allemagne après la mort de 2 piétons percutés par une voiture qui a foncé dans la foule en plein centre-ville. Le conducteur souffrirait de troubles psychiques selon les premiers éléments de l'enquête. Une exposition pour tous les amoureux de la mode avec 2 grands noms de la haute couture. C'est à Paris, Thierry Mugler et Azzedine Alaïa, 2 icônes qui se sont mutuellement inspirées. C'est à voir à la Fondation Azzedine Alaïa. Sébastien Bordenave. Nous sommes à la fin des années 70. Thierry Mugler bouscule la timidité de son ami Azzedine Alaïa, le pousse à lancer sa propre marque. Leurs inspirations vont désormais se nourrir de leur complicité artistique. L'exposition propose un dialogue entre les créations de l'un et de l'autre. On voit des vestes longues ceinturées, un corsage en résille synthétique, des jupes de crêpe georgette noire et une robe longue en velours de soie bleu nuit. Toute l'audace des années 80 et 90. Et le lieu, c'est la Fondation Azzedine Alaïa. Elle vous propose de voir le studio du couturier tel qu'il l'a laissé au moment de sa disparition. Pas une aiguille n'a bougé. Carla Sosani, présidente de la fondation, nous raconte l'homme. C'était un grand couturier et en même temps il y avait une douceur, une gentillesse. Après, il adorait faire la cuisine. Il nous préparait tous les jours à manger. Et il servait tout le monde. Donc, il y avait la queue avec l'assiette. Il se servait dernier. Parfois, il n'avait presque plus rien à manger pour lui-même. Azzedine Alaïa, en plus de ses créations, détient plus de 20 000 pièces d'autres créateurs. On n'a pas fini de s'émerveiller. Voilà, Azzedine Alaïa, Thierry Mugler, c'est une exposition à la Fondation Azzedine Alaïa à Paris et c'est jusqu'au 29 juin. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h08 sur Europe 1, à suivre l'édito écho. On va parler de l'effort de défense qu'il va falloir consentir pour se réarmer en cas de désengagement militaire des Américains en Europe. 5% du PIB faudrait-il consacrer à notre défense, estime le président des États-Unis. Mais alors par où commencer? Peut-être par se désendetter, nous dira Agnès Verdier-Molinier, c'est dans 10 minutes. Et puis dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. Direction l'Algérie avec Jean-Louis Levesque, un expert de l'Algérie. Il sera avec nous pour nous décrypter ce mal algérien auquel il a consacré un livre. Il est avec nous dans un instant sur Europe 1. Bon réveil à vous.